Bonjour et bienvenue pour cette vidéo, je réponds à vos questions. La semaine dernière, je vous ai publié la 100e vidéo avec un simple temps de louange et j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Mon but c'était qu'on puisse se recentrer un petit peu sur l'essentiel. Après 99 vidéos de petits cours de guitare, de tutos, tout ça, n'oublions pas de nous recentrer parfois sur l'essentiel et de louer Dieu parce qu'on est fait pour ça. Je voulais déjà vous remercier pour tout votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages. Si je n'avais pas tous ces encouragements de votre part, j'aurais peut-être déjà arrêté cette chaîne YouTube. J'ai plein de projets pour Guitar Jump et j'espère que ce qui va arriver d'ici quelques mois vous plaira. Et si Dieu le permet, moi j'ai hâte de vous partager encore plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, je réponds à vos questions parce que vous m'avez posé quelques questions et donc je vais répondre à vos questions et je suis très content d'y répondre. Donc c'est parti, let's go go! Sonia Viss demande, il faut plus se concentrer sur les changements d'accords ou le battement, la rythmique pour progresser plus vite? Alors c'est difficile de donner une réponse formelle, on peut défendre les deux mais personnellement j'aurais tendance à dire ça vaut plus le coup de se concentrer sur les rythmiques parce que c'est déjà moins facile à apprendre que les accords, donc ça demande plus de travail d'après moi. Pour les accords il n'y a pas de secret, c'est du travail et de la persévérance et chacun peut assimiler les mêmes choses, mais la rythmique ça fait tout. Et en fait je vous dis ça parce que j'ai déjà vu des guitaristes alors qui connaissaient pas des accords de fou, ils connaissaient certaines positions assez basiques qu'ils avaient vues, mais parce que le rythme était un peu calé et groovy, ça donnait quelque chose d'excellent. Et à l'inverse, j'ai vu des guitaristes bien calés au niveau des accords, mais par contre qui avaient une rythmique un peu ennuyeuse et redondante, et là du coup ça fait plus trop rêver. Finalement je pense que la rythmique l'emporte, si je peux le formuler comme ça. Concentrez-vous sur le rythme et ce que vous dégagez niveau pulsation, niveau groove. Les nuances viennent de là aussi, viennent de la rythmique. Les accords, certes ça apporte énormément, et vous avez des accords qui sont sublimes et voilà, qui peuvent vous faire briller un beau moment et qui apportent de la fraîcheur. Mais la rythmique, ça nécessite de l'investissement et ça vaut le coup, donc je vous encourage pour progresser à travailler votre rythmique, vraiment. Une question de Jean Schott. Moi j'ai une question. Comment tu gères la louange avec d'autres musiciens et d'autres instruments? Et qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Alors je vais essayer de répondre globalement. Déjà, c'est quelque chose que j'aime énormément, de jouer avec d'autres musiciens. J'ai pas souvent l'occasion de jouer en groupe. Mon église actuelle, c'est une petite église et il n'y a pas encore beaucoup de musiciens. En tout cas, jouer avec d'autres musiciens, c'est très enrichissant et j'aime beaucoup ça. Pendant longtemps, j'ai été dans une église avec environ 120 personnes et c'était une grande salle. Et j'avais l'habitude de jouer avec un groupe entre 3, 4 et 6 personnes. Et alors comment je gérais? C'est une question assez vaste, mais pour donner quelques indications. Déjà, il y a une clé que je veux vous laisser tout de suite. Ça me vient en tête et pour moi, c'est quelque chose d'important. Dans un groupe de louanges et même dans un groupe tout court, c'est la communion, la fraternité, l'amitié finalement qu'il peut y avoir dans un groupe. J'ai énormément apprécié jouer avec ce groupe avec lequel j'ai partagé beaucoup de temps de louange pendant presque 10 ans et diriger ce groupe aussi j'ai beaucoup aimé. On n'était pas des professionnels avec des niveaux de tarés, mais parce que l'amitié nous unissait avant le service, on était heureux, enfin moi en tout cas j'étais heureux à chaque fois de venir aux répétitions le samedi et ensuite de vivre les temps de louange avec l'équipe. Si dans votre groupe de louange vous avez comme base déjà la fraternité et que vous êtes des amis avant tout, là vous avez tout gagné. Alors ensuite, pour vous donner quelques indications, je prends beaucoup de temps à préparer mon set de louange, les enchaînements, parfois les arrangements. Lorsque je travaille, je retravaille certains chants. Et je n'hésitais pas à m'enregistrer avec mon téléphone et j'envoyais mon enregistrement aux autres musiciens pour qu'ils puissent mieux comprendre l'idée et que chacun puisse travailler pour la répétition du samedi. J'avais l'habitude quand même de pousser pas mal les personnes à aller plus loin avec leur instrument et leur connaissance musicale. Je sais que moi, à cette époque où je jouais avec un groupe, j'aimais beaucoup insérer des accords un peu spéciaux dans les chants pour rajouter en intensité. Et du coup, ça poussait le groupe, les musiciens, à s'intéresser à certaines notions théoriques, à sortir des sentiers battus. Et on pouvait avoir des enrichissements super sur la musique et sur un tas d'autres choses, toujours dans le but de progresser. J'ai une conviction par rapport au groupe de louanges, c'est que plus c'est préparé et plus c'est carré,
plus il y aura de la place pour de l'improvisation, et même parfois pour des moments un peu plus spontanés quand on se laisse guider par le Saint-Esprit. Je me permets de faire un petit rajout à ma réponse, parce que là j'ai répondu par rapport à l'aspect groupe, par rapport à l'aspect musical, mais je voulais quand même indiquer que la préparation spirituelle est essentielle quand on est musicien ou leader d'un groupe de louanges. Si vous avez l'habitude de prendre des temps de louange personnels avec Dieu, et plus globalement, si vous prenez des temps de culte personnel de qualité, que vous vous ressourcez dans la présence de Dieu, que vous prenez des temps dans la prière seul avec Dieu, lorsque vous allez mener des temps de louange avec votre groupe, le groupe en ressortira grandi parce que vous allez amener quelque chose spirituellement, et l'assemblée aussi. Et vos moments de louange n'en seront que plus intenses et plus beaux, plus forts. Et à l'inverse, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi, quand on ne prend pas assez de temps dans la présence de Dieu à se ressourcer, les moments de louange s'en ressentent, il manque quelque chose et parfois c'est un peu sec. Donc voilà, je vous encourage à ne pas négliger vos temps personnels avec Dieu, parce que l'assemblée et votre groupe de louange en bénéficieront également. Donc voilà quelques indications pour gérer la louange avec d'autres musiciens. Question suivante. Yvan Kevin demande « En quelle année t'es-tu converti ?» Alors je mets une autre question tout de suite. Alexandre Felin qui demande « Ton témoignage dans la foi et comment cette passion pour la louange ?» Du coup, comme les deux questions sont liées, je vais répondre aux deux questions en même temps. C'était quand j'avais environ 12 ans, mes parents ont eu la foi et sont devenus chrétiens. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter les églises protestantes évangéliques. Et j'allais notamment à l'école du dimanche, puis assez vite au groupe d'ados. À l'époque, on me parlait de l'évangile et des histoires de la Bible, et je comprenais, j'ai tout accepté simplement. Et c'est en 2003, quand j'avais 16 ans et demi, lors d'un camp d'été au Sigem, pendant une soirée durant laquelle il y avait une prédication du pasteur Christian Robichaud. J'ai dit à Dieu que je voulais le suivre, et que je reconnaissais Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur, et que je lui demandais pardon pour mes fautes. J'étais à genoux, je me souviens, et j'ai senti l'amour de Dieu tomber sur moi, mais comme jamais, c'était très très fort. Alors ensuite, à cette époque, j'allais à l'église de Gex, dans l'Ain, et c'est à l'église de Belligna, toujours dans l'Ain. C'est là que j'ai commencé à accompagner les chants de louange pendant les cultes. Vers mes 16 ans, je commençais à apprendre la guitare, et cette passion pour la louange, elle est beaucoup venue par la musique, du coup, vu que moi la musique ça a toujours été une passion pour moi. Ça me paraissait évident qu'avec ma guitare, j'allais louer Dieu et utiliser mes dons pour ça. Et la passion que j'ai pour la louange, elle me pousse à transmettre au mieux, j'espère, toutes les connaissances que j'ai acquises au niveau de la guitare surtout. C'est majoritairement avec la musique qu'on loue Dieu. Et je pense que c'est nécessaire de travailler l'excellence pour ça. Question suivante de Joy Chimanga. Bonsoir, merci pour tes vidéos. Je voulais savoir s'il était possible que tu mettes des numéros sur les grilles pour faciliter davantage le doigté. Merci beaucoup, excellente soirée. Alors c'est une bonne suggestion Joy. C'est vrai que dès le départ, j'ai pas pris l'habitude d'indiquer le numéro des doigts sur les diagrammes que je vous mets dans mes vidéos. Et ce pour plusieurs raisons. Alors déjà, ça alourdit les diagrammes, ça me fait beaucoup plus de travail. Et surtout, je me demande si c'est vraiment utile, parce que ça peut embrouiller des personnes. Moi, je me souviens qu'au début de mon apprentissage à la guitare, et je pense pas que je sois le seul à qui ça a fait ça, les chiffres dans les ronds qui indiquaient le numéro des doigts, et parfois je confondais ces chiffres avec les cases. Quand il y a trop d'informations, on se retrouve à perdre du temps à essayer de placer un accord qu'on n'arrive pas à lire finalement. Et on essaie de le déchiffrer et du coup ça donne des grands moments. Mais surtout je pense à une chose, ce n'est pas plus mal que je ne vous indique pas le numéro des doigts. J'éviterai de vous imposer certaines positions avec lesquelles vous ne serez pas forcément à l'aise. Selon les chants, selon la tonalité des chants, on va pas forcément utiliser les mêmes doigts pour les accords. Quand vous faites un accord, selon l'accord d'après, on peut utiliser des doigts différents. Et enfin, sur les réseaux sociaux, je vous partage parfois l'accord du jeudi et je vous montre un accord sympathique et je vous explique un petit peu avec quel autre accord il va bien. Et c'est vrai que certaines personnes m'ont souvent reprise en me disant « Ah bah non, les doigts que tu indiques, c'est pas ça, c'est mieux de mettre ces doigts-là ». Donc au final, mieux vaut vous laisser choisir les doigts. L'essentiel, c'est que l'accord sonne et que vous soyez à l'aise. Prochaine question de Enobas, quels sont tes albums préférés? Alors je vais vous partager mes 5 albums préférés. C'est déjà très restrictif pour moi parce que j'en ai tellement, mais j'ai fait un effort en réfléchissant à ça et
Alors si ça se trouve dans 6 mois, 1 an, je vous donnerai 5 albums différents. Mais si je devrais vous faire un petit classement, ce serait celui-là. Numéro 5, All Green, Lay It Down. Alors déjà, regardez-moi ça, quelle pochette. Non, regardez-moi cette pochette. Regardez-moi ça, cette face. Tellement gentil, tellement souriant. Une pochette pareille, ça donne la banane. Cet album, c'est un concentré de soul, de groove, c'est tellement positif, tellement euphorique. Et là, on est en 2008, donc ça fait plus de 40 ans que le gars sort des albums. Et là, il s'est entouré de big boss de la musique tels que Questlove, Anthony Hamilton, John Legend, Corinne Bailey. Et là, vous avez 11 titres tellement bien produits. Et cette voix, écoutez-moi cette voix là. All Green, c'est un de mes chanteurs préférés. Pour moi, cet album, c'est la base. Je peux l'écouter n'importe quand, je ne m'en lasse jamais. Donc voilà, All Green, Lay It Down. Numéro 4, carte postale. Francis Cabrel, carte postale. Alors évidemment, forcément en tant qu'admirateur de Francis, c'est lui qui m'a donné envie de progresser à la guitare, mais surtout c'est lui qui m'a donné envie d'écrire et de composer des chansons. Cet album, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. J'écoutais énormément ce vinyle quand j'étais petit, donc c'est un album qui est important pour moi parce que je le connais par cœur. Là vous avez 10 chansons qui sont super bien écrites, super bien composées. J'ai hésité à vous mettre Samedi soir sur la Terre, qui est juste un album immense. Mais Carte postale, à mon sens, c'est un album qui est trop sous-coté, alors qu'il est tellement grand. Numéro 3, Héritage. Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye, donc, alors je ne sais pas lequel des volumes retenir entre les 5 albums. En fait, spirituellement, ces albums m'ont fait un bien fou. Ils m'ont ressourcé comme jamais et j'ai été touché évidemment par l'univers très acoustique, très folk. Il y a énormément de taf derrière, beaucoup de travail d'arrangement, de rafraîchissement. Et chaque titre, chaque chanson, chaque pièce, ça a vraiment son propre univers. Je suis très admiratif de tout ce travail. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jimmy Lahaye et Sébastien Demeret en 2015, ça reste un souvenir précieux. Et pour la petite anecdote sympathique, sachez que le générique de fin de Guitar Jump, que vous entendez parfois, c'est une partie de guitare que j'ai composée et c'est Jimmy Lahaye qui joue. Numéro 2, Carole King, Tapestry. Je connais Carole King depuis peu, mais là je dois avouer qu'il s'est passé un truc en moins d'une année. J'ai commencé à écouter cet album en boucle, tout le temps. J'aime ses chansons, c'est tellement bien écrit, tellement bien agencé. J'aime tellement sa voix si imparfaite et tellement touchante. Cet album, c'est ce qu'on peut faire de mieux niveau composition. En plus, on est au début des années 70. Pour moi, c'est une de mes périodes musicalement, c'est ma période préférée. Et de cet album est venue l'écoute de ses autres albums qu'elle a fait surtout entre 71 et 75, 74. Et ils sont tous excellents. C'est dingue d'avoir enchaîné autant d'albums si bons. Pour moi, cet album, c'est la base. Et enfin, numéro 1 de tous mes albums préférés de ma vie, c'est Corinne Bailey, l'album éponyme de 2006. Le premier album de ma chanteuse préférée. De la pure soul comme j'aime, sa voix elle est sublime et les chansons sont toutes bien écrites. Et d'ailleurs son dernier album qui date d'il y a 2-3 ans, The Heart Speaks in Whisper, il est vraiment génial aussi, presque aussi bien que le premier. Voilà, il n'y a pas une seconde ennuyeuse dans cet album, donc voilà mon album préféré. Je pourrais vous parler de tant d'autres albums encore, hein, je vous les mets rapidement comme ça, bim, chacun de ces albums, je pourrais passer une soirée entière à vous en parler. Donc voilà, vous avez vu mes 5 préférés, donc c'est déjà pas mal. Allez, question suivante, pélo. Philippe Marbeuf, comment enchaîner 2 accords en tombant au bon endroit avec les doigts? Exemple de Ré à 6-7. Et ben ça c'est une question qui mériterait une petite vidéo, un petit cours. Je te répondrai déjà 2 choses Philippe. Pour enchaîner 2 accords, il y a une astuce essentielle qui pourrait aider beaucoup de monde si vous êtes débutant, c'est ce qu'on appelle le doigt pivot ou les doigts pivots. Entre 2 accords, si vous constatez qu'il y a un ou plusieurs doigts qui doivent rester à la même position, ça peut déjà vous faire gagner du temps. Ça c'est quelque chose, c'est basique, mais si vous voyez qu'un doigt ne change pas de place, vous le laissez et vous levez les autres. L'exemple le plus courant c'est accord de Do. Si derrière vous avez un accord de La mineur, et bien regardez sur notre accord de Do, l'index et le majeur ne bougent pas. Donc on les laisse, on enlève l'annulaire et l'annulaire va se placer sur la 3e corde. Donc voilà, là vous avez 2 doigts pivots. Alors pour revenir à ta question précisément, entre le Ré et le 6-7, alors le Ré il est comme ça, le 6-7 il est comme ça, là il n'y a pas de doigt pivot, donc on doit tout enlever et placer l'accord de 6-7. Alors moi j'ai une astuce personnellement, ça vaut ce que ça vaut mais moi ça m'aide beaucoup. Et c'est une astuce qui est très liée à mon style de jeu, de rythmique surtout, c'est de jouer la basse avant l'accord entier. Je suis sur l'accord de Ré, et au moment de jouer le 6-7, alors en plus le 6-7, vous avez les 4 doigts qui sont pris quoi.
c'est pas un accord simple. Au moment de jouer le Si7, je place en priorité mon doigt sur la basse. Donc là, ici, c'est le majeur qui va sur la 5e corde. Là, vous avez la basse de l'accord. Durant le laps de temps où la basse retentit, j'ai le temps de placer mes doigts. Je vous fais ça très doucement, regardez. Je vous fais l'accord de Ré et l'accord de Si7. Et là, je change et... J'ai joué la basse de Si, j'avais pas encore placé tous mes doigts, regardez le ralenti. Là, je place la basse, je la joue, et juste derrière, je place les autres doigts. Alors comme je vous l'ai dit, c'est lié à ma manière de jouer qui est très axée sur les basses, parce que à mon sens, les basses, ça amène quelque chose d'important à l'accord. Une question de Danny Facci. Hey! Est-ce que tu écris et composes des chants de louanges? Merci. Alors des chansons, oui. Des chants de louanges un peu moins. En fait, j'écris des chansons depuis un peu plus de 10 ans. J'ai un groupe de musique qui s'appelle Yellow Stage et on a sorti un album il y a quelques temps, ça s'appelle Les Reflets de la pluie. Ce sont des chansons folk assez douces. Les graines de bonheur que l'on a plantées. Écrire des chants de louanges, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas ce que j'écris le plus. Écrire des chants de louanges, c'est un exercice un peu particulier que j'aime bien et je travaille tout le temps ça parce que c'est quand même super important et même moi pour mon église, je trouve ça intéressant d'apporter des chants nouveaux, des chants tout frais. Je vous ai partagé début janvier un chant que j'ai écrit, À la croix tu pensais à moi. C'est une petite compo que je vous laisse, hein. Vous pouvez l'apprendre et ensuite le retransmettre dans votre église. Dans la description de la vidéo, vous avez les accords et les paroles. Voilà pour ces questions, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous répondre. C'est intéressant d'échanger. Enfin bon, là, c'est plus moi qui parle tout seul, mais voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et à laisser vos commentaires. Ça nous permet d'échanger, de discuter et j'aime énormément ça. Encore merci pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos, de nouveaux concepts, de nouveaux invités aussi. J'ai hâte que vous puissiez découvrir des nouvelles têtes, d'entendre de nouvelles voix. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.